Salut à tous, à NFCA Média, on est super fan des vidéos et du spectacle de Monsieur Noir. Donc tout naturellement, on lui a proposé de venir visiter notre ville Toulouse et de faire un focus pour que vous appreniez un peu plus à connaître les détails et les coulisses de sa vie intime et personnelle. Ouais, mais là ça fait un peu confession intime quand même. Hein. Ça va être le confessionnal de Monsieur Noir tout de suite en vidéo. Exactement. Hein, tu vas tout nous dire. C'est ça, je vais tout dire. Savoir je les vais tout détails dire. jusqu'à la couleur de son caleçon préféré. String. Cliquez à fond parce qu'il va y avoir des détails méga croustillants et partagez la vidéo Monsieur Noir sur NFCA Média. 1 sur 1, première interview chelou. On y va. Salut NFCA Média, bonjour Toulousains, ceux qui vont regarder cette vidéo, je me présente, c'est Monsieur Noir, comédien, acteur, humoriste, réalisateur, producteur et surtout mythomane. Non, toujours non. Comme tous les enfants, je voulais être footballeur, après basketteur. Après, je me suis rendu compte que j'avais pas les capacités techniques ni physiques, donc j'ai choisi un autre métier. À la base, j'ai découvert le théâtre quand j'étais au collège. C'est une prof formidable qui m'a fait découvrir le théâtre. Je voulais faire du théâtre et j'ai continué le théâtre. Le but, c'était de devenir comédien. Mais à côté, j'avais toujours cette touche d'humour. Donc, je faisais mes études de théâtre et puis à côté, j'écrivais des histoires marrantes, des sketchs, je montais sur scène. Et je me suis spécialisé dans l'humour quand je me suis rendu compte que j'avais que faire une école de théâtre privé qui coûtait très cher, je n'avais pas les moyens et l'humour c'était simple, tu écrivais, tu montais sur scène, tu allais dans les cafés-théâtres et on pouvait pas se disperser, faire tout à la fois du théâtre, de l'humour, il fallait se spécialiser et comme je voyais que l'humour ça marchait bien donc je me suis dit vas-y va à 100% dans l'humour. Il vient d'où? Paris 11e. Non mais avant ça, tes parents? Ah avant, d'accord, oui, avant j'étais pas arabe, j'étais blond, yeux bleus, j'habitais en Suède et puis un jour accident, tout a basculé, couscous, rail, bouclette. Parce qu'il faut faire un flashback dans ma vie, donc c'est difficile à quel moment précis, parce que ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Genre je me réveille, je me dis je veux faire du stand-up. Tu sais que tu aimes déjà l'humour, tu fais de l'humour, tu fais du théâtre. Et puis moi je faisais des pièces de théâtre, mais en première partie je me disais c'est l'occasion de tester des sketchs, des vannes que j'écris. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à voir dans les cafés-théâtres des gens qui faisaient du stand-up, j'ai commencé à aimer. Je suis tombé sur la série Seinfeld, j'ai adoré. Et puis là j'ai découvert les petits comédie clubs où je pouvais m'entraîner. Et là je me suis dit j'aimais déjà l'humour, mais j'ai encore plus aimé le stand-up. Et c'est là où je me suis perfectionné pour faire du stand-up. Les comédie clubs, quand tu es humoriste, c'est le centre de formation. Comme un footballeur va aller dans un centre de formation et puis devenir footballeur professionnel, les comédie clubs, c'est là où on va pour tester des vannes. C'est là où tu vas trouver 20, 30, 50 personnes. Et si ta vanne fait rire 50 personnes, elle fera rire 1000 personnes. Parfois, l'inverse marche pas. Et donc, c'est le moment où on teste pour dire ça marche pas dans l'ombre. C'est vraiment dans les cafés-théâtres où on progresse et on crée vraiment un spectacle. C'est l'oseille. Quand tu commences à avoir de l'oseille, et là tu te dis, je suis professionnel, je galère pas. La première étape la plus difficile quand tu fais ce métier, c'est pouvoir vivre de ce métier, que tu sois intermittent, du spectacle ou autre. Parce que quand tu vis pas du métier, tu es dispersé, tu fais plein de boulots, comme j'ai fait, j'étais à la fac, je faisais des boulots, je jouais. Pendant des années, je galérais. La bascule, elle s'est faite quand j'ai décidé de me dire, ok, si tu veux réussir, il faut te donner à 100%. Il faut que ton cerveau soit à 100% concentré sur une chose. Quand tu décides de prendre un risque et quand tu décides de te mettre à 100% dans quelque chose, là, tu peux commencer à ressentir vraiment les effets du travail et à vivre du métier. Très peu de personnes finalement prennent un risque, se dire ok j'arrête tout, quitte à plus gagner d'argent et je travaille dur. Quand tu prends ce risque, au bout d'un moment tu commences à gagner. Comme je dis, c'est quand t'as rien à perdre que tu commences à gagner. La fin du monde. Mais non, mais si. Ok c'est bon, faut qu'on parle. C'est une phrase inventée au début du XXIe siècle par les femmes pour faire comprendre aux hommes les prémices d'une dispute. C'est complémentaire parce que les gens qui regardent mes vidéos viennent voir le spectacle, il y a un lien, ça reste un milieu artistique, il y a de l'humour, mais c'est différent dans la façon de faire, de réaliser. Entre le théâtre et le cinéma, il y a une différence. C'est pareil dans les vidéos. Dans le stand-up, on cherche forcément une chute, une vanne, parce qu'on doit faire rire les gens tous les 10 secondes. Quand on fait une vidéo, pas forcément. On crée une histoire, comme un court-métrage. On ne doit pas forcément chercher le rire tous les 10 secondes, mais on cherche l'histoire. On peut aussi jouer sur le montage, la musique. Donc c'est deux choses différentes. Moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, j'ai dû apprendre aussi parce que même si avant ça, j'écrivais déjà des scénarios, etc., ça fonctionne différemment. Mais par contre, quand tu viens du stand-up, le stand-up, c'est quelque chose d'assez difficile. Plus difficile que les vidéos, c'est assez parce que c'est le live. Tu peux avoir des publics très difficiles. Quand tu viens du stand-up, les vidéos, ça devient quelque chose de plus accessible. C'est deux choses complètement différentes dans la manière de faire. Quand tu as l'habitude de faire de l'humour, d'écrire des vannes, on va dire que dans la réalisation, c'est différent. Mais dans l'humour, ça se rapproche en fait. Quand tu écris une vanne, quand tu racontes une histoire sur scène, tu fais du storytelling, en fait, ça revient au même quand tu écris un scénario. C'est juste qu'il y a des codes à respecter,
scénaristique différente. C'est complètement différent, mais j'aime faire les deux. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, je voulais faire du théâtre, je voulais faire du cinéma, je voulais faire du one-man show. Je me suis jamais dit, ouais, je vais être humoriste. Souvent, je dis, je suis artiste, je fais mes vidéos, je les écris, je suis scénariste, des fois je réalise, je monte, je vais monter sur scène, je vais être humoriste. Pour moi, c'est un ensemble. Ça se relie comme une toile d'araignée qui fait partie de moi, quoi. C'est beau. Des fois, je m'écoute et je me dis... Plus belle expérience artistique, il y en a pas mal. Hein. J'ai enchaîné pas mal de scènes. Parce qu'en fait, il y a des moments où j'ai joué dans des grandes salles et j'ai kiffé. J'ai joué parfois dans des petites salles où il n'y avait pas beaucoup de monde et j'ai eu des expériences incroyables. Et je pense même des moments où ça a été très difficile. Et sur le moment, je voulais arrêter de jouer. Mais avec du recul, aujourd'hui, je rigole quand j'y repense. Tu vois. Je me souviens, quand je suis arrivé à Paris, j'ai joué devant 3 personnes mon spectacle d'1 heure. J'ai joué une fois dans une salle où il y avait 5 personnes avec un chien. J'avais peur du chien. Tu vois. À chaque fois que je faisais une vanne, il levait la tête, je me suis dit, il va me mordre. Il y avait un groupe comme ça des filles féministes engagées, et quand je faisais des vannes sur les couples hommes-femmes, je me disais, mais il y en a marre, vous parlez que des hommes, des femmes, et j'étais là, moi, ouais, ok, mais je vais faire des vannes que sur les femmes, j'aurais adapté. Et il y avait plein de situations où une fois, j'avais fait, à Toulouse, j'avais fait la première partie d'un rappeur, c'est Few, c'était une époque où le rap, c'était pas le rap cool, le rap divertissant, c'était le rap hardcore. J'arrive, c'était un showcase, et j'ai fait la première partie, moi j'étais innocent, je commençais l'humour, et je me dis, vas-y, première partie, c'est cool. Et là, je me suis fait achever par le public. Tous ces moments-là, aujourd'hui, j'en rigole. Et parfois, tu te souviens plus des moments galères. C'est peut-être ça, au fond, les meilleurs moments. C'est ça qui t'a forgé en tant qu'artiste. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça n'a pas marché? Tu comprends qu'en fait, tu ne peux pas faire l'unanimité dans l'humour. Ton humour ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc, tu comprends qu'en fait, il faut que tu cherches ton public. Pourquoi cette vanne n'a pas marché à ce moment-là? Et pourquoi le lendemain, elle a marché? Et tout ça fait que tu comprends un peu mieux l'humour et tu comprends un peu mieux ton style d'humour. Ça dépend pour qui. Hein. Parfois, tu peux être le clown de service. Hein. T'es là, tu fais rire, la fille, elle part avec le beau gosse. L'humour, c'est un critère très important. Souvent, les gens parlent d'argent, de physique. L'humour est plus important que le physique. Parce que le physique, avec l'âge, on sait très bien, tu te détériores, tu t'habitues au physique de l'autre personne. Alors que l'humour, si tu fais rire une personne toute ta vie, c'est la clé. Après, on n'a pas tous le même humour. Hein. Tu peux être marrant et tu vas draguer une fille et à ce moment-là, elle n'a pas du tout ton humour hein, et tu te tires une balle dans le pied. Ça marche, oui, mais ça dépend avec qui. Ça dépend quel style d'humour. Si t'arrives, tu fais ça va, on va pécho avec ça. L'humour, ça marche, mais humoriste, c'est différent parce que tu peux être humoriste marrant sur scène, mais dans la vie, tu peux être réservé, tu peux avoir un humour différent. Et puis un humoriste qui utilise l'humour pour draguer, ça fait un peu ringard parfois. Ouais. Il y en a eu plein. Ma prof, quand j'étais au collège, ma prof de français, je dois avoir 12-13 ans, où elle nous avait dit il faut choisir un métier que vous allez aimer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent mais qui n'aiment pas leur métier, donc ils sont malheureux. Le but, c'est d'être heureux. Donc choisissez un métier que vous aimez, même si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Et c'est là où je me suis dit qu'est-ce que j'aime? J'aime le théâtre, j'aime l'humour, donc je vais me donner à fond. J'ai un ami aussi, à l'époque, je me dispersais, je travaillais, je gagnais pas ma vie, où il m'a dit il faut que tu te mettes à 100% dans ce que tu fais. Il m'avait filé des livres, des bouquins, tu sais, qui te motivent, développement personnel, et ça m'a permis de me reconcentrer dans ce que je faisais et ça m'a permis d'avancer. Puis j'ai eu d'autres rencontres, des managers, des agents qui m'ont permis d'avancer. Donc tout ça, c'est un ensemble de personnes qui ont cru en moi. Ne regarde pas le tunnel! Vas-y, Johnny! on est là! Johnny! Mais tu sais quoi, en fait, moi, je me suis rendu compte que j'étais en confinement avant le confinement. Moi, je sors pas énormément, je reste chez moi enfermé, je bosse, j'écris. Et quand il y a eu le confinement, je me suis dit, mais en fait, ça change rien à ma vie. Tu sais, c'est un peu comme le syndrome de Stockholm. Je me suis habitué au confinement, j'ai aimé le confinement. Et là, je me suis dit, je suis peut-être un psychopathe. Peut-être que la prison, je vivrais la prison comme un club med. J'ai aimé le confinement, mais par contre, j'ai aimé le premier. Le deuxième, ça commençait à être chelou. Après, je pense que c'est dans la durée que ça t'épuise. C'est comme les films, le 1 est bien. Le 2, tu dis, bon, il y a des erreurs, mais ça va. Le 3, tu dis, putain, ils vont bien niquer. Oh là là. Ouais, surtout le premier confinement, parce que tu sais, le premier confinement, on était tous en mode ah, c'est l'apocalypse, on mettait des serviettes. Et les personnes, ils mettaient des masques de plongée, Décathlon pour aller faire les courses. En rentrant, on jetait nos vêtements dans la machine à laver. On flippait, on était tous là, on va mourir en restant fermés. On va plus jamais remonter sur scène, donc on faisait des vidéos tous les jours, du contenu. Donc je produisais beaucoup. Ça m'a permis d'écrire aussi mon deuxième spectacle. Donc ça m'a laissé du temps que je n'avais pas forcément avant le Covid. Donc ça m'a apporté aussi de bonnes choses.
J'ai hâte parce que ça fait un moment que j'ai pas joué. Mais j'ai hâte, mais tu sais, je suis en mode méfiant aussi, tu vois. Je me dis, j'espère qu'il n'y aura pas une 18e vague, tu vois. Mais j'espère que tout se passera bien, que je retrouverai mon public. Beaucoup de personnes qui avaient réservé pour mon spectacle et qui étaient déçues. Et voilà, j'aimerais retrouver ce public qui me voit dans les vidéos, qui m'ont déjà vu pour mon premier spectacle et qui aimerait voir le deuxième. J'espère que ça va bien se passer et qu'on va reprendre ce rythme normal et qu'on va pouvoir remplir la salle à 100%. J'espère, ouais. Je démarre à Paris, je démarre au Palais des Glaces pendant 3-4 mois et ensuite il y a la tournée qui commence partout en France, même à l'étranger. Et donc je passerai dans toutes les villes, je passerai à Toulouse évidemment et plein d'autres villes. Écoute, moi je trouve cette ville agréable, je suis déjà venu plusieurs fois mais à chaque fois c'était pour jouer. J'arrive, je joue, je repars, donc j'avais jamais le temps de découvrir cette ville. Là j'ai eu le temps parce qu'on a tourné une vidéo, je suis resté un petit peu. J'ai beaucoup apprécié en fait, c'est vraiment agréable. Moi j'ai grandi dans le sud, hein, j'ai grandi à Perpignan, je fais mes études à Montpellier, mais c'est vrai que c'est une ville beaucoup plus grande que Montpellier et Perpignan, mais agréable. Je pense que c'est une ville qui se développe de plus en plus et qui mérite de se développer encore plus. Et donc j'ai beaucoup aimé, j'espère revenir et je pense que je vais revenir plus souvent. Ouais. Ouais, vas-y, fais-moi un beat. Non, non. Ça commence mal quand ça part sur des beats comme ça, claqués. Putain. Beatbox, ouais, tu commences en général, quand t'es pauvre, t'as pas les moyens de t'acheter un instrument. Tu fais les instruments avec ta bouche, les pauvres. En tout cas, je vous remercie de suivre ce que je fais, ou si vous ne suivez pas mes vidéos, je vous invite à regarder mon travail. Et puis, on se voit à Paris ou même à Toulouse pour mon spectacle. Merci NFCA Media pour l'invitation. Je vous dis à très bientôt. Ok, thank you. C'est ringard quand même. Non, on va refaire cette merde.